L'info du jour nous conduit dans les salons feutrés de la Maison-Blanche. En fin d'après-midi, Benjamin Netanyahou sera donc de nouveau reçu par Donald Trump en personne. Troisième fois en 6 mois que le Premier ministre israélien et le président américain se retrouvent. Avec un sujet majeur sur la table aujourd'hui, la fin des attaques israéliennes contre Gaza, tandis que des négociations pour un cessez-le-feu avec le Hamas ont repris dans la nuit à Doha. Une nouvelle séquence diplomatique dont compte bien profiter aujourd'hui le président américain. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, spécialiste des relations internationales, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, auteur notamment de Pour une approche subjective des relations internationales. Première question qu'on a envie de vous poser, c'est la troisième fois en 6 mois. Ils s'aiment tant que ça, tous les deux? Tous les deux, c'est-à-dire Trump et Netanyahou. Vous savez, c'est de bien des points de vue un duo qui s'impose. Pourquoi ? Parce que rien n'est possible sur le plan militaire au Proche-Orient sans une alliance étroite entre les États-Unis et Israël. Ça ne date pas de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Deuxième raison, c'est vrai qu'il y a une connivence longue entre les deux personnages, liée à une similitude des approches sur lesquelles on peut revenir, c'est-à-dire cette même importance donnée à la puissance, cette même marginalisation du droit international et, je dirais en fait, cette volonté politique intérieur de réaliser des coups diplomatiques. Il faut voir que le conflit israélo-palestinien est depuis longtemps hypothéqué par la situation politique intérieure en Israël. Il faut voir par la même occasion que Donald Trump est à la recherche de victoires diplomatiques, ce que j'appellerais la diplomatie selfie, c'est-à-dire le besoin de s'afficher avec des résultats concrets. Il l'a fait de manière d'ailleurs assez étrange à propos du conflit du Kivu, le conflit de l'Est du Congo. Il aurait voulu le faire à propos de l'Ukraine. Il n'a pas pu jusqu'à maintenant. C'est ce que j'allais vous demander. Il veut à Gaza ce qu'il n'a pas réussi à avoir en Ukraine aujourd'hui. On peut le dire comme ça, mais on peut même dire qu'il veut à Gaza ce qu'il n'a pas réussi à Gaza depuis le mois de janvier. Il y a un problème de crédibilité de la politique américaine qui d'ailleurs est à plusieurs niveaux. Il y a la crédibilité de l'homme Trump de réussir les coups diplomatiques, de réguler les relations internationales. Il y a la crédibilité de la puissance américaine comme capacité régulatrice. Et puis il y a la crédibilité aussi du parrainage de Netanyahou par Trump. Le grand problème, c'est que pendant des années, des décennies, Israël agissait sur la scène régionale avec la bénédiction des États-Unis. C'est de moins en moins vrai. C'est donc une perte de crédibilité. Justement, il y a un besoin aussi, c'est aussi une séquence de communication, un besoin de montrer au monde qu'on continue à bien s'entendre, à se voir, à se parler, non ? C'est cela, mais là aussi c'est à plusieurs niveaux. Il faut le montrer au monde, il faut le montrer à l'électorat américain, au peuple américain, il faut aussi le montrer à tout cet écheveau que constitue le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Le montrer à l'Iran, le montrer à l'Arabie Saoudite. Vous savez, la péninsule arabique joue sur le plan stratégique un rôle extrêmement important au Moyen-Orient, sur lequel Trump a beaucoup misé. L'attaque américaine et israélienne sur l'Iran a quelque peu bouleversé cette entente entre Riyad et Washington, puisque Riyad s'est senti mis en première ligne par un choix états-unien qui n'a probablement pas été délibéré et qui n'a certainement pas été délibéré préalablement avec Riyad. Donc il y a beaucoup de choses à montrer et à démontrer. Les relations internationales, c'est essentiellement une affaire de confiance, il ne faut pas l'oublier. Là, on a les images derrière vous de la précédente rencontre avec Benjamin Netanyahou, donc dans le bureau ovale, et il y avait évidemment tous les bras droits de Trump. Il va d'ailleurs rencontrer Benjamin Netanyahou tout à l'heure, Steve Witkoff et Marco Rubio dans un premier temps. Et il y a la presse là derrière. Trump a l'habitude de cela, des annonces tonitruantes, de faire le show devant les journalistes. Aujourd'hui, on nous dit que ça va se passer dans un salon feutré, sans la presse. Qu'est-ce que ça nous dit ?
Je crois que je pourrais répondre à cette question que lorsque la séquence aura eu lieu, c'est-à-dire c'est aussi un peu fonction des annonces. Vous savez, on est face à des évidences et à de grandes interrogations. Les évidences, c'est quoi ? C'est que Trump et Netanyahou ont tout intérêt à un cessez-le-feu aujourd'hui. Pourquoi Trump, les raisons qu'on disait tout à l'heure, c'est le besoin de montrer qu'on est capable de faire. Il a promis la paix dans le monde à tout va. Oui, voilà. Côté Netanyahou, c'est plus compliqué, mais il a quand même des comptes à rendre à une opinion publique et surtout à la famille des otages qui est extrêmement lassée par cette guerre qui ne dure pas, qui dure éternellement, et qui n'aboutit pas. Et il y a aussi le besoin de marquer une pause dans un conflit qui est record en temps de durée par rapport à tous les précédents de l'histoire israélienne au Moyen-Orient. Une guerre, on oublie de le dire parce que c'est peut-être pas l'essentiel, mais ça commence à peser, qui est extrêmement coûteuse économiquement pour Israël. Donc Netanyahou a toutes les raisons d'obtenir un cessez-le-feu, de faire des concessions pour avoir ce cessez-le-feu, à une condition. Et c'est là la difficulté de la chose, c'est qu'il ne s'engage pas à ne pas recommencer. La trêve idéale pour Netanyahou, c'est une trêve qui ne dure pas au-delà d'un certain délai. Alors, et le Hamas, évidemment... Justement, on va entrer dans le vif du sujet, parce que ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est cet accord de cessez-le-feu, tant attendu, évidemment, par les Palestiniens en premier lieu, réclamé aussi par une partie des Israéliens qui souhaitent le retour des otages en Israël, annoncé et attendu aussi par Donald Trump lui-même, lui a dit ce sera pour cette semaine. On entend l'optimisme dans la voix du président américain. On fait le point tout de suite en images avec Marc Pope, et on en reparle juste après avec notre correspondante à Jérusalem. Pour la troisième fois en moins de 6 mois, Benyamin Netanyahou s'envole pour les États-Unis afin de rencontrer Donald Trump. Le Premier ministre israélien veut tout faire pour obtenir un accord et faire rentrer les derniers otages israéliens chez eux. Nous agissons pour parvenir à cet accord dont il a été question, aux conditions que nous avons acceptées. J'ai envoyé une équipe de négociation avec des instructions claires. Je pense que la rencontre avec le président Trump peut certainement contribuer à faire avancer ce résultat que nous espérons tous. La proposition sur la table, négociée en parallèle à Doha, comprend une trêve de 60 jours pendant laquelle le Hamas relâcherait 10 otages encore en vie, ainsi que les corps des otages décédés en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Mais le mouvement islamiste a réclamé des changements portant sur les modalités de retrait des troupes israéliennes de Gaza ou encore sur la reprise en main de la distribution de l'aide humanitaire par l'ONU. Des changements jugés inacceptables par Benyamin Netanyahou. Malgré tout, de son côté, Donald Trump se veut optimiste. Je pense qu'il y a de bonnes chances que nous ayons un accord avec le Hamas au cours de la semaine prochaine, en ce qui concerne un grand nombre d'otages. Vous savez, nous avons libéré un grand nombre d'otages. Et en ce qui concerne les otages restants, un grand nombre d'eux seront libérés. Nous pensons que cela sera fait cette semaine. Une première trêve d'une semaine en novembre 2023, puis une seconde de 2 mois début 2025, avait déjà permis le retour de nombreux otages israéliens en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Et on va aller prendre le pouls côté israélien, retrouver Claire Duhamel qui est notre correspondante à Jérusalem. Bonjour Claire. On parle évidemment de cet accord de cessez-le-feu et on vient d'entendre de nouveau Donald Trump depuis l'aéroport du New Jersey quand il s'adresse à la presse dire ça va se faire, les otages vont être libérés, ce sera pour dans une semaine. On connaît sa capacité à communiquer sans qu'il y ait rien derrière. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ? Les négociations ont repris l'année dernière à Doha. Bonjour Elisabeth, oui, vous le dites très bien, les négociations sont en ce moment en cours à Doha. Alors hier soir, les premières informations, c'est qu'il n'y avait pas eu d'avancée majeure au cours de ces négociations. Néanmoins, eh bien, le texte qui est négocié a fuité depuis plusieurs jours déjà. On parle d'une trêve qui durerait 60 jours. On parle de la libération de 10 otages israéliens vivants. D'abord 8 otages le premier jour, puis ensuite 2 otages supplémentaires au 50e jour. Alors cela, ça peut évidemment
changer d'ici là. Le Hamas rendrait aussi les corps de 18 otages décédés au cours des 60 jours, mais il reste des points de tension majeurs. La question des positions des troupes israéliennes dans la bande de Gaza. Le Hamas voudrait que les Israéliens reculent aux positions d'avant la reprise de la guerre en mars dernier. L'armée israélienne estime aujourd'hui contrôler environ 65% du territoire gazaoui, tandis qu'une source au sein du Hamas dit que le Hamas a perdu le contrôle de 80% du territoire. Il y a aussi un autre acteur local, les clans, ces familles palestiniennes puissantes qui maîtrisent aussi le territoire. Et puis dernier point de tension, celui du contrôle de l'aide humanitaire, puisque depuis fin mai, c'est une organisation privée américaine, la Gaza Humanitarian Foundation, qui distribue l'aide humanitaire, et le Hamas voudrait son démantèlement. Voilà, le fameux GHF dont on vous parle beaucoup depuis son entrée en action. Le Hamas demande le démantèlement de l'organisation, ce que refuse catégoriquement Benyamin Netanyahou aujourd'hui. Oui, cette fondation américaine, elle est en quelque sorte l'aboutissement d'un plan que voulaient les Israéliens depuis longtemps, celui de faire en sorte que ce ne soit plus les Nations Unies et les ONG traditionnelles qui aient le contrôle de l'aide humanitaire, puisque les Israéliens disent depuis le début de la guerre qu'ils considèrent que l'aide humanitaire est utilisée massivement par le Hamas. Et c'est dans ce contexte qu'a émergé la Fondation humanitaire pour Gaza en mai dernier. Seulement, voilà, depuis mai, il y a tous les jours des dizaines de morts. Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, estime qu'il y a eu 550 morts environ depuis fin mai. Alors ce ministère, il est certes contrôlé par le Hamas, mais ces chiffres sont jugés crédibles et de toute manière, il n'y a pas d'observateurs indépendants tels que les journalistes internationaux qui peuvent se rendre dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. On a, pour recouper ces chiffres, notamment interviewé des médecins palestiniens et étrangers qui sont dans la bande de Gaza, qui disent qu'ils voient au quotidien des scènes totalement chaotiques dans les hôpitaux et qu'en ce sens, eh bien, ces chiffres, ils sont relativement crédibles. Mais il y a aussi des menaces du Hamas qui pèsent sur cette fondation humanitaire pour Gaza, qui pèsent aussi sur des Palestiniens jugés collaborateurs avec cette fondation, puisque il y a quelques semaines, 12 Palestiniens employés de cette fondation ont été tués par le Hamas. On a pu recouper cette information. Et puis, il y a 2 jours, 2 employés américains de cette fondation humanitaire pour Gaza ont été attaqués au sein du site de distribution d'aide humanitaire. C'est ce que dit le JHF. Ces 2 personnes sont blessées. Les Gazaouis qu'on arrive à joindre au téléphone régulièrement nous disent que ça fait des semaines que la situation s'empire de jour en jour et eux, face à cela, n'espèrent qu'une chose, un cessez-le-feu le plus vite possible. Merci beaucoup Claire, en direct donc de Jérusalem. Bertrand Badi, la version de cet accord qui a donc fuité, elle laisse quand même entrevoir un certain nombre d'avancées, non? On en pense quoi? Des avancées, oui, c'est le propre d'ailleurs d'une négociation et des tractations, des transactions de toute nature qui peuvent avoir lieu. Mais moi, ce qui m'interroge, peut-être même qui m'inquiète, c'est que l'essentiel reste figé. L'essentiel, c'est quoi? C'est, premièrement, est-ce que Israël va s'engager à une paix durable ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une trêve? Et d'autre part, est-ce que l'armée israélienne va se replier des positions qu'elle contrôle depuis le début de cette opération? À l'une et l'autre de ces 2 questions, très clairement, Benjamin Netanyahou et surtout son gouvernement, ses alliés dans la coalition, répondent non. Alors, prenons maintenant la mesure de la stratégie côté palestinien et notamment du Hamas. Quel intérêt retirerait-on de libérer des otages, pardon de parler aussi crûment, si en échange on est convaincu que la guerre va reprendre et qu'alors à ce moment-là on disposera de moins pardon encore de la formule, de monnaie d'échange qu'actuellement. De moyens de pression. Alors du coup, quel intérêt Mais à justement, ces négociations? Donc, c'est pour ça que j'entends toutes ces rumeurs optimistes. J'entends également, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le président des États-Unis a intérêt à forcer la main de Netanyahou. J'entends que Netanyahou doit rendre une partie de la monnaie de sa pièce à Donald Trump. J'entends également que Netanyahou lui-même a besoin vis-à-vis de son opinion publique d'obtenir des libérations d'otages, mais je ne vois pas pour le moment comment concilier ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une trêve avec
une reprise acquise, certaine et certifiée de la guerre. C'est ça le fond du problème. Rappelez-vous, lors de la précédente trêve, au début de l'année, la dernière phase avait capoté parce que c'était celle qui devait engager les Israéliens et les Palestiniens dans la négociation d'une solution, c'est-à-dire le passage à la paix. N'oubliez jamais qu'un cessez-le-feu appartient au vocabulaire de la guerre et non au vocabulaire de la paix. Et c'est ça tout le paradoxe. Et je ne crois pas que le Hamas libérera tous les otages s'il n'a pas la certitude de s'installer dans une situation de paix durable. Alors après, il y a un troisième problème qui est le statut du Hamas, puisque Benjamin Netanyahou veut qu'il soit complètement exclu. Pardon, mais au passage, le Hamas avec qui on continue de négocier, qui est toujours en place et qui continue de peser dans les échanges. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important parce qu'on nous explique depuis déjà fort longtemps que le Hamas a été éradiqué. On vous explique qu'il est considérablement affaibli, ce qui est déjà une nuance par rapport à la première proposition. Mais on constate qu'effectivement, c'est le seul interlocuteur. L'autorité palestinienne est complètement mise de côté. Les autres organisations, parce qu'il n'y a pas que le Hamas comme organisation milicienne sur la bande de Gaza, on en parle très très peu, ça prouve quand même que celui-ci dispose d'une capacité de transaction qui est bien supérieure à celle qu'on lui prête, et ça prouve aussi que les stratégies d'éradication des groupes de cette nature sont généralement plus fictives que réelles. On va aller demander à Rami Abou-Jamous, qui est notre voix sur le territoire palestinien, journaliste gazaoui qui nous fait vivre ce conflit quotidiennement sur nos antennes. Bonjour Rami, et merci d'être là avec nous pour nous donner le son de cloche côté palestinien aujourd'hui, à l'heure où Benyamin Netanyahou s'apprête donc à rencontrer pour la 3e fois en 6 mois Donald Trump. On l'a évoqué avec Bertrand Badi ici, cet accord de cessez-le-feu, mais qui exclut toute paix durable. Les Israéliens ne s'en cachent pas. Quels sont les espoirs côté palestinien? Comment tout cela est perçu aujourd'hui? C'est juste tout le monde est patient et impatient d'arriver à un cessez-le-feu parce que chaque minute qui passe, c'est des massacres, c'est des débaucheries et tout le monde veut que tout ça s'arrête. C'est juste que cette fois-ci, la population est un peu plus optimiste parce qu'apparemment, d'après des déclarations et des fuites qu'on a entendu parler, que ce soit du côté israélien ou bien qui vient de Doha, que ça va peut-être aboutir à quelque chose et surtout à cesser le feu. Même la population est satisfaite aussi pour juste un cessez-le-feu ou bien une trêve pour 60 jours parce que les gens ils veulent un peu respirer, même s'il ne va pas avoir de paix durable. Justement, vous venez de dire que le Hamas veut des garanties que ça soit la paix durable avec les 60 jours, mais avec le Netanyahou, il n'y a pas de garantie, même si c'est les États-Unis ou bien Trump lui-même il va signer ces garanties-là. Il n'y a pas de ligne rouge, il n'y a pas de garantie pour l'enfant gâté des États-Unis, de l'Occident en général. Il peut faire ce qu'il veut. On a vu ce qu'il a fait en Iran, en Syrie, au Liban. Jusqu'à maintenant, il bombarde toujours le Liban. Et justement, Netanyahou, il veut faire cet exemple libanais, la même chose à Gaza, c'est qu'il peut intervenir quand il veut pour dire que la guerre continue. C'est juste cette fois-ci, on a l'impression qu'il va y avoir un peu de pression de la part de Trump sur Netanyahou, parce que Trump, maintenant, il veut faire ses affaires, entre guillemets, en Proche-Orient. Et pour le moment, avec la guerre à Gaza, c'est le génocide à Gaza, il ne peut pas régler ces affaires-là. Donc, il a besoin que tout ça s'arrête et qu'il y aura un cessez-le-feu. On a entendu hier Netanyahou, avant de partir, monter dans son avion. Il a un peu changé le discours. Il ne parle plus d'éradiquer le Hamas. Il a dit qu'on va avoir libéré les prisonniers avec une Hamas ou un Hamas affaibli militairement et au niveau de gouvernance. Et ça, je crois qu'il a compris que le fait de dire à chaque fois à son public qu'il va éradiquer le Hamas, c'est presque des mensonges et qu'il n'y aura jamais un Hamas éradiqué, que ce soit à Gaza. Et la preuve que le Hamas, ils sont toujours là en Cisjordanie. Et donc, peut-être avoir des concessions que le Hamas, ils vont rester après la guerre et surtout qu'il y aura une fin pour cette guerre-là. Merci beaucoup Rami, en direct donc de Gaza pour France 24. Bertrand Badi, ce qu'il nous dit à l'instant Rami,
Et c'est important aussi de l'entendre, ça, de la part des Palestiniens, de la bouche des Palestiniens, c'est qu'une politique court-termiste, finalement, c'est quand même mieux que rien pour eux aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe dans l'enclave palestinienne. Il y a encore eu des raids, 12 morts ce matin dans des raids et des tirs israéliens. Finalement, la paix lointaine et la paix durable, ils y sont même pas, les Palestiniens. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça s'arrête au moins aujourd'hui et quelques jours. Bien sûr, c'est-à-dire c'est facile de dire ce que nous disons depuis un studio ici à Paris. Et la simple annonce d'une trêve même de 8 jours, c'est un immense soulagement pour des personnes qui, même pour manger, doivent prendre le risque d'être exposées à la mort. On le voit tous les jours à Gaza. Mais en fait, on vit une contradiction qui est peut-être le nœud d'aujourd'hui, le nœud qui se forme aujourd'hui. D'une part, il y a ce désir, mais combien compréhensible, d'arrêter même quelques jours et d'accepter n'importe quelle forme de clause. Et d'autre part, l'idée qui se développe, et Monsieur Rami Benjamous l'a bien mis en évidence, cette défaite finalement du projet de Netanyahou d'éradiquer le terrorisme. Je me souviens, moi, quand j'étais tout jeune, on disait ça de la guerre d'Algérie. On va éradiquer le FLN. On ne l'a jamais éradiqué. C'est une promesse intenable, non ? Mais parce que ce ne sont pas des armées. Une milice, c'est l'émanation directe d'une société qui est en colère, qui est dans une situation de mobilisation extrêmement forte. Ça ne se contrôle pas et ça ne s'arrête pas par le canon. Peut-être même que le canon renforce cette ardeur. Et donc, si maintenant on assiste à une évolution du discours de Netanyahou, ce qui était fatal d'un certain point de vue, parce que la puissance de feu ne peut pas arriver à bout de ce phénomène. On a vu cela ne se produire nulle part. Eh bien, il y a là effectivement une mutation, mais une mutation qui, c'est le second paradoxe, se retourne contre les espoirs des Palestiniens, parce que si on en est là, ça veut dire que s'annonce une situation dans les semaines et les mois qui viennent particulièrement dure et insupportable pour la population de Gaza, puisque l'armée israélienne ne s'en détournera pas, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas y arriver à bout. Donc on risque d'assister à cette situation de tension létale quotidienne qui va s'étaler ainsi de semaine en semaine. C'est l'échec de Netanyahou, mais c'est en même temps l'échec de la paix. Rami évoquait l'enfant gâté américain il y a quelques instants. Trump veut faire ses affaires au Moyen-Orient, disait-il, et la guerre à Gaza, ça n'arrange pas vraiment ses plans. Est-ce qu'on peut imaginer, il y a du vrai là-dedans, on connaît ses projections sur le Moyen-Orient, il évoquait les bombardements sur l'Iran, il y a la situation en Syrie, au Liban aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que ça aide à avancer plus vite vers une paix ? Vous savez, on a trop tendance à considérer qu'il y a l'espoir de faire des affaires, de réaliser un Moyen-Orient opulent. On n'en est pas là du tout. Le Moyen-Orient, aujourd'hui, il est surtout dans un état de chaotisation, de destruction, de démantèlement des institutions syriennes. Mais avec une idée derrière. Vous parliez de l'Arabie Saoudite, qui est le nouvel interlocuteur, enfin l'interlocuteur central des Américains. Il y a quand même une idée derrière. Oui, mais l'Arabie Saoudite, elle a deux objectifs. Le premier, c'est d'être reconnue comme leader du monde arabe au moment où les autres prétendants, l'Égypte, qui n'est pas dans une situation fameuse sur le plan diplomatique, la Syrie et l'Irak, qui sont des États démantelés et effondrés. Donc, l'Arabie Saoudite aimerait se présenter comme le leader du monde arabe. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'Arabie Saoudite joue magnifiquement cette politique de l'union libre diplomatique, c'est-à-dire ne plus dépendre, comme ça a été le cas pendant des dizaines d'années depuis 1945, entièrement des États-Unis, jouer sa propre carte et tirer justement de cette fluidité le maximum d'avantages, et pas seulement économiques, mais d'avantages diplomatiques, politiques, personnels, tout ce que l'on peut imaginer. Mais côté États-Unis, il ne faut pas mésestimer le fait qu'il y a une régression incroyable des États-Unis dans la région. Ils étaient, avec l'Union soviétique pendant la guerre froide, les co-gouverneurs du Moyen-Orient. Maintenant, les États-Unis eux seuls ne sont plus le gouverneur de rien du tout. Et Israël
Et les dirigeants israéliens eux-mêmes mettent un point d'honneur à se distinguer, à s'autonomiser par rapport aux patrons américains. Donc, si on veut faire Make America Great Again, il est évident qu'à ce moment-là, on a besoin de démontrer sa capacité. Bon, je ne suis pas sûr qu'avec les actions militaires menées contre l'Iran, ça ait tellement fonctionné. Avec Gaza, ça ne fonctionne pas tellement non plus. Avec l'Irak, c'est pas terrible. Donc, la diplomatie américaine, elle a besoin de victoires à court terme. Je ne suis pas sûr que ce soit des victoires solides et décisives. Merci beaucoup.